Une femme l'a séduit. Par webcam, 2 jours plus tard, la mafia a débarqué chez lui. Il pensait vivre un moment intime, discret, sans conséquences. Il ne savait pas que sa vie allait basculer en 48 heures. Pas à cause d'un amour, à cause d'une vidéo, d'un piège, d'une peur qui ne le lâche plus. Restez jusqu'à la fin. Cette histoire pourrait bien vous empêcher de tomber dans le même cauchemar. Il referme la porte doucement, comme toujours, sans bruit. Il n'y a personne à réveiller dans cette maison. Mais Michel continue de vivre, comme s'il ne voulait déranger personne. Une vieille habitude, comme beaucoup d'autres. Il raccroche sa veste, passe un coup de chiffon sur la table déjà propre, puis s'assied dans le silence. La télévision murmure des rediffusions en fond. Il ne les regarde pas vraiment. Michel Giraud a 63 ans, divorcé depuis longtemps. 2 enfants avec qui il ne parle plus vraiment. Une vie simple, pavillonnaire, sans remous. Il vit seul, dans une maison modeste à la périphérie de Bordeaux. Chauffeur de bus à la retraite. Ses journées se ressemblent. Café noir, courses, parfois un Scrabble avec le voisin du bout de la rue. Les dimanches sont les plus longs. Depuis quelque temps, il traîne sur Internet, rien de mal. Juste des forums, des vidéos, des discussions sur les vieux modèles de voitures. Et parfois un peu plus. Il n'en parle à personne, bien sûr. À qui le dirait-il? Il n'a pas honte, mais il se sent fragile. Et ce soir-là, il se sent plus seul que d'habitude. Il allume sa tablette. Elle met du temps à démarrer. Il tapote l'écran, regarde les notifications. Rien d'intéressant. Puis une publicité attire son regard. Une image soignée, une promesse discrète. Rencontrer des femmes authentiques, sérieux uniquement. Il clique, il atterrit sur une page sobre. Pas de provocation, pas d'images choquantes, juste des prénoms, des visages, des descriptions. Il fait défiler sans trop d'espoir. Mais une photo l'arrête, un visage doux, des cheveux châtains, un sourire timide. Elena, 34 ans, ukrainienne. Elle aime les chiens, les promenades, les films français. Il sourit malgré lui. Un message apparaît. Il le lit 2 fois. « Bonjour Michel, je m'appelle Elena. J'aimerais discuter avec toi si tu le veux bien. Ton regard m'a plu. » Il n'a pas encore répondu. Son cœur bat un peu plus vite que d'habitude. Il pose la tablette, se lève, va se servir un verre d'eau. Il revient. Il répond. La conversation commence doucement. Quelques banalités, puis des confidences. Elle parle un peu français, mélange parfois les mots. Ça l'amuse. Elle lui demande ce qu'il aime manger, s'il a des passions. Elle le trouve drôle. Elle lui dit qu'elle aime sa voix. Il tape lentement, pèse chaque mot. Il ne se doute pas encore. Pour lui, c'est une lumière dans sa journée, une voix nouvelle, une surprise agréable. Il ne voit pas les signes, parce qu'il ne cherche pas à voir. Parce qu'à 63 ans, ce qu'il veut, c'est simplement quelqu'un qui l'écoute, qui le regarde. Ce soir-là, il se couche avec un sourire discret. Il se dit qu'il lui répondra encore demain, juste pour voir. Michel referme doucement les volets de la cuisine. Le jour tombe sur sa petite rue tranquille, pavillonnaire, silencieuse. Dehors, les lampadaires s'allument un à un. Dans la cafetière, le dernier fond de café réchauffe doucement. Il ne sortira pas ce soir. Il n'en a pas envie. Il ne sort presque plus depuis quelque temps. Il vérifie 3 fois la porte d'entrée. Un coup d'œil à la boîte aux lettres, rien aujourd'hui. Juste un prospectus glissé entre 2 barres de fer. Il monte lentement les escaliers, tasse en main, et va s'installer dans son fauteuil en simili-cuir, celui qui grince un peu quand il s'adosse. La télé est déjà allumée. Volume bas. Bruit de fond rassurant. Michel, 63 ans, divorcé depuis presque 10 ans, vit seul dans ce pavillon près de Bordeaux. Chauffeur de bus pendant 35 ans, il a pris sa retraite sans fanfare. Il n'a pas beaucoup de visites, quelques anciens collègues de temps en temps, mais surtout des visages qui se fanent dans sa mémoire. Ses enfants, un garçon et une fille, loin,
trop loin. L'un à Nantes, l'autre en Suisse, des appels rapides, des fêtes oubliées. Il n'en parle plus. Il sirote son café. Sur la table basse, sa tablette clignote. Une notification. Il l'attrape, ajuste ses lunettes. Une publicité clignote. Rencontrer des femmes du monde entier. Il soupire. Il en a déjà vu des dizaines. Mais celle-ci semble différente. Le visuel est sobre, pas vulgaire. Il hésite, puis clique. Le site s'ouvre. Interface simple. Des photos de femmes souriantes, leur prénom, leur pays. Pas de nudité, pas d'urgence, juste des profils. Il survole. Ukraine, Lettonie, Roumanie. Il remplit un petit formulaire. Nom. Ville. Loisirs. Une photo. Il en prend une ancienne, celle de 2018, où il avait encore ses lunettes à monture fine. Il clique sur « Enregistrer ». Il ne s'attend à rien. Encore une de ces arnaques mal ficelées. Mais 20 minutes plus tard, une notification s'affiche. Un message. D'une femme prénommée Elena. Elle a 34 ans, vit à Odessa, parle un peu français, travaille dans une boutique de fleurs. Son visage est doux, ses yeux clairs. Elle dit aimer les hommes âgés, parce qu'ils sont calmes, respectueux. Michel relit le message 2 fois, il sourit sans s'en rendre compte. Puis il répond. Les messages s'enchaînent. Dans un français approximatif, Elena dit qu'elle aime la campagne, les chiens, les hommes honnêtes. Elle le complimente, elle le trouve séduisant, rassurant. Michel se redresse, il tape lentement sur la tablette. Parle de sa maison, de sa voiture, de sa solitude aussi. Avant de se coucher, il relit leur échange. Elle a glissé un « tu es charmant », puis un cœur. Rouge, simple. Il reste là, à le fixer pendant 1 minute, puis éteint la lumière. Ce soir-là, Michel dort mieux que d'habitude. Il ne pense pas encore au lendemain. Il ne sait pas que ce message-là, ce petit cœur rouge, va être la première pierre d'un piège qui n'a rien de romantique. Un piège tissé avec soin, froidement, et qu'il ne verra se refermer qu'une fois qu'il sera déjà pris dedans. Le lendemain matin, Michel se lève tôt. Il a mal dormi, mais se sent curieusement excité, comme un adolescent qui attend une lettre. Il allume sa tablette dès le café lancé. Et elle est là, Elena, déjà connectée, déjà en train d'écrire. Elle lui souhaite bonjour. Elle dit qu'elle a rêvé de lui. Michel rit doucement, comme on rit quand on ne sait pas comment répondre. Ils discutent non plus d'1 heure. Elle lui envoie une autre photo. Elle dans un parc, robe claire, cheveux au vent. Elle lui propose une chose, une conversation vidéo, juste quelques minutes. Michel hésite. Il n'a jamais fait ça. Il ne sait même pas s'il a la bonne application. Mais elle le guide, lui envoie un lien. C'est simple. 2 clics. Il accepte. L'image s'affiche. Il la voit. Elena, en mouvement cette fois. Elle lui sourit, l'appelle « Mon Michel ». Sa voix est douce, chantante. Elle le regarde. Michel bafouille un peu, mais elle l'aide. Elle lui dit qu'il est beau, que sa voix est belle. Puis elle rit. Elle lui montre son chat, son salon. Et peu à peu, elle s'approche de la caméra. Elle dit qu'elle se sent bien avec lui, qu'il est différent, qu'il lui manque déjà. Puis elle retire doucement son haut. Michel ne respire plus. Il ne comprend pas. Il ne veut pas comprendre. Il regarde. Il oublie. Elle lui dit que c'est un cadeau. Pour lui. Elle veut qu'il l'aime. Qu'il la garde dans son cœur. Il ne dit rien. Il regarde. Et sans savoir comment, il se retrouve lui aussi à faire tomber ses barrières. Il ne sait pas que la caméra enregistre. Qu'au même moment, une autre fenêtre s'ouvre, quelque part ailleurs. Un dossier s'enregistre. Son nom, sa voix, son image. Et pendant ce temps, Elena lui sourit, sans ciller, sans trembler. Michel raccroche et reste là, le cœur battant, les mains moites et le sentiment étrange que quelque chose vient de basculer. Sans bruit, sans retour. Michel se lève plus tôt que d'habitude. Il ne prend même pas le temps d'allumer la cafetière.
Son premier réflexe, c'est de vérifier la tablette. Il espère un message. Il le trouve. « Bonjour Michel, tu m'as manqué cette nuit. J'ai rêvé de toi. » Il lit, relit. Il sourit, un peu gêné, un peu fier. La journée lui paraît moins grise. Il prend le bus pour aller faire ses courses, mais tout lui semble plus léger. Il regarde son reflet dans les vitrines, redresse les épaules. Il se sent vivant. Il pense à ce qu'il va lui répondre, à ce qu'il pourrait dire pour continuer à lui plaire. Il hésite à parler de ses promenades, de son jardin, de son divorce. Finalement, il écrit sur ses souvenirs d'enfance. Elle répond presque aussitôt. Elena veut le voir. Elle insiste. « Montre-moi ton visage. Je veux te voir. Tu es mon rayon de soleil. » Il tergiverse. Il n'a pas l'habitude. Mais elle le rassure. « Moi aussi je te montre. » Et elle le fait. Une visio rapide. Son image s'affiche. Elle est belle. Trop belle peut-être. Mais la connexion est mauvaise. L'image floue. Ce n'est pas grave. Elle lui sourit. L'appelle « Mon doux Michel ». Ils font. Elle commence à lui parler d'elle. Sa vie difficile. La guerre. La solitude. Sa mère malade. L'inflation. Le chaos. Elle parle lentement. Michel l'écoute, bouleversé. Il se sent privilégié, épargné. Il veut l'aider, même s'il ne le dit pas encore. Il lui promet qu'un jour, elle viendra en France, qu'il l'accueillera, qu'il lui fera découvrir la côte basque, le vin, les marchés. Puis vient une nouvelle demande. « Tu veux me revoir ?» Il y a un site spécial pour la vidéo. C'est plus sécurisé. Il hésite. Elle insiste. Elle lui envoie un lien. Il clique. La page est propre. Il active sa webcam. Elle réapparaît. Cette fois, elle est maquillée. Un fond blanc. Elle le regarde longuement, lui parle doucement. Puis elle se déshabille. Michel ne dit rien. Il tremble presque. Il n'a jamais vécu cela. Il n'a jamais imaginé que ça pourrait encore lui arriver. Elle le flatte, le guide. Il se sent adolescent. Il oublie tout. Le monde extérieur n'existe plus. Juste elle. Juste ce moment. Il ne pense pas à l'image, ni à la caméra. Encore moins à ce qui pourrait être enregistré. Quand la session s'arrête, il reste figé. Il respire fort. Il se sent vivant, désiré, utile. Il va se servir un verre de vin. Il le boit d'un trait. Il n'a pas honte. Il se sent comme un homme qui a retrouvé un secret qu'il pensait perdu. Mais ce qu'il ne voit pas, c'est le message automatique qui s'est déclenché sur un autre écran, à plusieurs milliers de kilomètres de là. Ni les regards froids des hommes qui prennent note, qui découpent les séquences, qui préparent la suite. Michel, lui, pense simplement qu'il va bientôt retomber amoureux. Le lendemain, Michel se lève avec une légèreté inhabituelle. Il fredonne en se rasant. Il repense au sourire d'Elena, à sa voix, à cette complicité née en quelques jours. Il prend son petit déjeuner devant la tablette, comme on attend des nouvelles d'un être cher. Et elles arrivent. « Bonjour mon Michel, je pense à toi. Tu es mon homme, mon cœur. » Il relit le message plusieurs fois, le cœur battant. Il n'ose pas y croire. Il répond rapidement. Il lui raconte sa matinée, ce qu'il a mangé, même le temps qu'il fait dehors. Elle réagit à tout. Elle rit. Elle le remercie de la rendre heureuse. Elle demande s'il a pensé à elle pendant la nuit. Il ment un peu. Il dit qu'il n'a pas dormi. Il veut lui plaire. Elle lui propose une autre visio. « Ce soir, toi et moi ? Juste toi et moi. » Il accepte sans réfléchir. Le soir venu, il ferme les volets, baisse la lumière, vérifie sa chemise. Il veut paraître plus jeune. Il lance la vidéo. Elena est là, plus séduisante encore, plus directe. Elle le fait rire, puis le trouble, puis le pousse plus loin. Il ne résiste pas. Il se laisse emporter. Cette fois, elle l'invite à faire de même. Elle veut qu'il lui montre qu'il est vraiment là. Il hésite. Elle insiste doucement. Il finit par céder. Le cœur tambourine, la honte flirte avec l'excitation. Mais à cet instant précis, rien d'autre ne compte. Il se montre. Il oublie la caméra. Il oublie tout. Il ne voit pas les lumières rouges, les micros, les enregistrements. 1 heure plus tard,
Il reste seul devant l'écran noir. La tablette affiche « Session terminée ». Il sourit encore. Il se sent vivant. Il ne sait pas que quelqu'un ailleurs a vu, a tout vu, et que ce quelqu'un a un plan très précis. Vers 1h du matin, il reçoit un dernier message. « Je t'aime, Michel. Merci pour ce moment. Dors bien, mon chéri. » Il le lit dans le silence comme une prière. Il éteint la lumière, se glisse dans le lit, et pour la première fois depuis longtemps, il s'endort sans vide dans le ventre. Ce qu'il ignore, c'est que sa vie vient de basculer, lentement, sournoisement, et que le piège s'est refermé, parfaitement. Le matin se lève sur un silence paisible. Michel ouvre les volets, prépare du café, nourrit le chat du voisin qui vient toujours rôder vers cette heure-là. Tout semble normal. Il allume la tablette, pas de message d'Elena. Il rafraîchit plusieurs fois l'écran, hésite à écrire, puis se ravise. Elle dort peut-être encore. Elle était loin, le décalage horaire. Vers 11h, un nouveau mail arrive. L'objet, urgent, privé. Il clique sans réfléchir. Une page blanche s'ouvre. Puis, une image. Son image, capturée la veille, sans filtre, sans flou. Un écran divisé en deux. À gauche, son visage en gros plan. À droite, ce qu'il fait. Il lit en silence, figé. Un message en lettres noires s'affiche sous la vidéo. Si tu ne veux pas que cette vidéo soit envoyée à tes enfants, ton ex-femme, ton ancien employeur et à toute ta ville, tu vas suivre nos instructions. Tu es prévenu. Son cœur s'arrête. Il relit 3 fois. Il tremble. Il n'y croit pas. Il pense à une erreur. Puis il descend plus bas. Il découvre une liste. Les noms de ses enfants, l'adresse de sa maison, celle de son ancien dépôt de bus, le nom de son médecin traitant. Tout est là, exact, incontestable. Une autre phrase le glace. Tu es à 3 minutes de perdre ta dignité et tout ce qu'il te reste. Il reste là, debout, au milieu de sa cuisine. La cafetière clignote, le café a refroidi. Il relit encore. Une seconde vidéo est attachée, pire que la première. Plus nette, plus longue. Il ne l'ouvre pas. Il sait ce qu'elle contient. Il comprend que ce n'est pas un avertissement, c'est un compte à rebours. Il regarde autour de lui. Il se sent nu, surveillé. Il referme les volets. Il débranche la tablette. Il marche en rond. Il pense appeler quelqu'un. Mais qui? Il n'a personne à qui dire cela. Et surtout, il a honte. Une honte violente, soudaine, impossible à dire. Puis le téléphone fixe sonne, une voix calme, sans accent. « Bonjour Michel, tu as reçu notre message? Tu sais ce que tu dois faire. » Il ne répond pas. La voix continue. « Tu vas ouvrir la mallette que l'on va déposer devant ta porte. Tu as 1 heure, pas 1 minute de plus. » Il raccroche. Il ouvre la porte d'entrée. Il n'y a encore rien, juste le silence du lotissement. Mais il sait qu'ils viendront. Ils savent tout. Et surtout, ils savent comment briser le peu qu'il lui reste. Michel reste figé devant la porte, le souffle court. Le monde qu'il connaît s'efface à vue d'œil, remplacé par une tension sourde, opaque, comme un mur invisible qui l'écrase de l'intérieur. Il s'assoit sur une chaise de cuisine, pose les mains sur la table et essaie de réfléchir. 1 heure. C'est tout ce qu'ils lui ont donné. 1 heure pour faire quoi, exactement? Il n'a pas encore vu de mallette. Peut-être bluffe-t-il. Peut-être que c'est une farce cruelle, orchestrée par des amateurs. Il veut y croire. Mais une partie de lui sait déjà que ce n'est pas le cas. À 11h42, on frappe. 3 coups brefs, secs. Il sursaute, le cœur dans la gorge. Il n'ose pas ouvrir. Il attend quelques secondes, puis se décide. Personne derrière la porte. Juste une valise noire, compacte, posée sur le paillasson. Il la rentre en tremblant. Elle n'est pas verrouillée. À l'intérieur, un papier imprimé, une clé USB et un téléphone prépayé. Il lit les instructions. Branche la clé, transfère les fonds. Appelle ensuite avec ce téléphone. Tu n'as qu'1 heure. Il lit et relit.
Aucun montant précisé. Il sent que la suite viendra par étapes. D'abord obéir, ensuite subir. Il branche la clé sur son vieil ordinateur. Une interface s'ouvre toute seule. Saisis ton RIB pour vérification. Il ferme les yeux, hésite. Puis tape les chiffres. Une seconde page s'ouvre. Saisis ton code de sécurité. Il n'en a pas. Le champ clignote, il annule. L'interface s'efface, l'écran devient noir. Puis un visage apparaît. Un inconnu, rasé de près, lunettes fines, expression neutre. Michel, tu as 40 minutes. Puis l'écran s'éteint. Michel jette la clé, débranche tout. Il ne peut pas. Il ne peut pas céder. Il tremble, marche en rond. Va à la salle de bain, se passe de l'eau sur le visage. Il pense appeler la police. Mais que va-t-il dire? Qu'il a été idiot. Qu'il s'est montré nu devant une inconnue. Qu'il a cru à l'amour à 63 ans. Il revient au salon. Son téléphone fixe sonne encore. Même voix, plus sèche. Il te reste 30 minutes. Après ça, ta vie entière sera publique. Il raccroche, il craque, il pleure, seul, assis au bord de son lit. Tout s'effondre. Il a envie d'en finir. Mais quelque chose le retient. Une voix, une image, un instinct de survie. Il se lève. Il décide de sortir, prendre l'air, juste marcher. Il traverse son jardin, ouvre le portillon. L'air est doux. Les oiseaux chantent. Il voit les gens, les voitures. Il se dit que la vie continue, même si la sienne vacille. Mais en remontant vers le trottoir, il aperçoit une voiture grise, vitres teintées, moteur en marche, stationnée depuis combien de temps? Il ne sait pas. Il recule lentement, il referme le portillon. La voiture reste là, inerte, présente, comme une menace muette. Michel comprend que ce n'est plus du chantage. C'est un piège total. Il n'a plus de marge, plus d'espace, plus de choix. Et le pire, c'est que personne ne le voit. Personne ne saura. Il est seul. Seul face à l'enfer qu'il a laissé entrer par un simple clic. Michel reste cloîtré chez lui, les volets entr'ouverts, l'œil rivé à la rue. La voiture grise n'est plus là. Ou du moins, il ne la voit plus. Mais il n'en est pas rassuré. Il sent que quelque chose plane au-dessus de lui, comme une ombre longue et silencieuse. Il n'a parlé à personne. Il n'a rien dit aux voisins, ni aux pharmaciens qu'il croise parfois. Son visage commence à changer. Il se regarde dans la glace. Il ne se reconnaît plus. Ses traits se creusent, ses yeux se voilent. Il dort mal, mange à peine, évite tout contact. Le téléphone prépayé posé sur la table vibre à intervalles réguliers. Il ne décroche pas. Mais il sait que chaque appel manqué est un rappel à l'ordre, à la peur, au chantage. Il consulte parfois son compte en banque. Rien n'a encore été vidé. Mais pour combien de temps? Il se demande s'ils ont vraiment les moyens de lui nuire. Il se demande surtout s'ils ont déjà commencé. Il fouille son historique. Il découvre que certains mails ont été ouverts, d'autres envoyés, pas par lui. Il panique, il débranche sa box, puis la rallume. Il vérifie ses fichiers. Tout semble intact, mais il sent bien que ça ne l'est pas. Le dimanche suivant, il prend sa voiture. Il roule sans destination, juste fuir, quelques heures. Il s'arrête sur une aire d'autoroute, commande un café. Ses mains tremblent tellement qu'il renverse quelques gouttes. Personne ne le regarde. Et pourtant, il a l'impression que tout le monde sait. Il retourne à sa voiture. Une carte postale l'attend sur le pare-brise. Fais vite, on regarde. Aucune signature, aucun logo, juste cette phrase en lettres capitales noires. Il rentre chez lui en silence. Il ferme les rideaux. Il éteint la lumière. Il s'assied dans le noir. Il réfléchit. Longtemps. Il pense à ses enfants, à son ex-femme, à ses collègues d'avant, à ceux qui verraient ces images, ces vidéos, à ce que cela provoquerait. La honte, le regard fuyant, la perte. Il imagine les repas de famille annulés, les amitiés rompues, l'isolement définitif. Il se lève, il attrape son chéquier,
Il commence à écrire. Mais au dernier moment, il s'arrête. Quelque chose en lui se cabre. Une colère, une vieille force, oubliée. Il allume l'ordinateur. Il tape « Sextorsion plus mafia ». Il lit des témoignages, des articles, des mises en garde. Il découvre qu'il n'est pas seul, que d'autres hommes, plus jeunes, plus vieux, ont vécu la même chose. Il lit l'histoire d'un enseignant de province, d'un cadre retraité à Lille, d'un agriculteur dans le Lot, tous piégés, humiliés, vidés. Un site officiel conseille de ne jamais payer, de porter plainte, de couper tout contact. Michel hésite, il lit encore. Il découvre un lien vers une association d'aide aux victimes. Il clique. Une page s'ouvre, une phrase s'affiche. Ce n'est pas votre faute. Il lit cette phrase plusieurs fois. Elle résonne, il souffle. Il pose sa main sur la souris. Il écrit un message, hésitant, fragile. Mais il l'écrit. Pour la première fois, il tend la main hors de l'eau. Michel reste des heures devant l'écran, à relire ce qu'il a envoyé. Le message n'est pas long, à peine 10 lignes. Mais il contient l'essentiel. Il dit sa peur, sa honte, sa solitude. Il ne donne pas son nom, juste une adresse mail anonyme et un prénom. Michel. C'est tout. Il attend. Rien ne vient. Pas de réponse immédiate. Il s'en veut presque d'avoir écrit. Puis il ferme l'ordinateur. Il se couche. Il ne dort pas. Le lendemain, en fin de matinée, une réponse arrive. Sobre, claire, bienveillante. Nous avons bien reçu votre message. Ce que vous décrivez, c'était grave, mais malheureusement fréquent. Vous avez fait le bon geste. Ne restez pas seul. Michel lit ces lignes comme s'il lisait un poème. Il ne s'attendait pas à ce que ça fasse tant d'effet. On le croit, on le comprend. Il n'est pas un imbécile, il est une victime. Et cette phrase-là change quelque chose en lui. Le mail contient un numéro d'appel confidentiel, une cellule d'aide spécialisée. Il hésite, puis compose. Une femme décroche. Voix douce, professionnelle. Elle l'écoute sans l'interrompre. Il bafouille, il s'excuse, il a la gorge serrée. Elle ne le juge pas. Elle note les faits, explique les étapes. Elle lui donne les coordonnées d'un commissariat spécialisé, lui parle de plaintes, de dépôt de signalement. Vous n'avez rien fait de mal, monsieur Giraud. Vous avez été piégé. Ce n'est pas à vous d'avoir honte. Michel raccroche. Il reste un moment sans bouger. Puis, il se lève. Il ouvre les volets. Il regarde dehors. Le ciel est gris, mais clair. Il respire. Il décide de sortir. Il marche un peu dans le quartier. Il croise la boulangère. Elle le salue. Il répond. Il se surprend à penser qu'il n'est pas mort. Pas encore. Il peut se relever. Le soir même, un nouveau message arrive. Cette fois, ce n'est pas une aide. C'est une menace. Courte, froide. Dernier avertissement. Vous avez 3 jours. Michel lit sans trembler. Il n'efface pas le message. Il le transfère à la cellule d'aide. On lui répond rapidement. Ne vous inquiétez pas. On s'en occupe. Pour la première fois depuis longtemps, il sent que quelqu'un veille. Il décide de ne plus ouvrir les messages. Il désactive ses comptes. Il réinitialise ses mots de passe. Il change d'adresse mail. Il prend rendez-vous au commissariat comme conseiller. Il prépare un dossier. Capture d'écran, historique, mail, carte postale. Il rassemble tout, lentement, méticuleusement, comme un homme qui reprend le contrôle. Il y a encore des peurs, bien sûr. La nuit reste difficile, le silence pesant. Mais Michel sait désormais que quelque chose a changé. La peur recule. L'humiliation devient résistance. Il se revoit il y a 1 semaine, tremblant, enfermé, pris au piège. Ce n'est plus tout à fait lui. Il n'a rien dit à ses enfants, pas encore. Il ne sait pas s'il le fera un jour, mais il sait qu'il veut aller jusqu'au bout, non pas pour se venger, mais pour exister à nouveau, en homme debout. Ce matin-là, Michel se rend au commissariat, dossier sous le bras. Il a mal dormi. Pas à cause de la peur, mais de l'inquiétude que tout cela soit pris à la légère. Et s'ils ne le croyaient pas? Et s'ils lui riaient au nez? Il repense à la honte, à la vidéo, au regard de ces hommes. Il inspire profondément,
avant de pousser la porte vitrée. Un agent l'accueille, le fait patienter. L'endroit sent le café froid et le plastique. Une femme en civil vient le chercher. Elle s'appelle Capitaine Tardieu, calme, attentive. Elle lui tend un verre d'eau. Prenez votre temps. Michel ouvre son dossier, parle lentement. Il raconte Elena, les messages, les appels, la visio, les hommes en costume, la valise, les menaces. Elle ne l'interrompt pas. Elle hoche la tête, prend des notes, demande des précisions. Quand il montre les captures, les mails, elle s'assombrit. Vous n'êtes bon pas le seul. On a déjà 2 plaintes similaires à Bordeaux. Mais vous êtes le premier à venir avec autant de preuves. Michel n'en revient pas. Il croyait être seul, isolé, grotesque. Il découvre qu'il est un des visages d'un réseau, et que ce réseau est actif, organisé, dangereux. Elle lui demande s'il a gardé les coordonnées bancaires utilisées pour le transfert. Il acquiesce. Elle copie tout. Elle envoie des messages à des collègues. Elle parle d'une « cellule cybercrime » à Paris. Il entend des mots comme « filtrage IP »,« faux compte hébergé en Europe de l'Est »,« blanchiment ». Il réalise que cette affaire le dépasse. Mais il reste. Il veut aller jusqu'au bout. L'audition dure plus de 2 heures. En sortant, il a le souffle court, mais l'impression d'avoir repris une part de lui-même. Il n'est plus un homme qui subit. Il devient celui qui dénonce. De retour chez lui, il trouve sa boîte mail vide. Aucun message d'Elena, aucun rappel des 3 hommes. Le silence, cette fois, est une forme de répit. Il ferme son ordinateur. Il regarde le jardin par la fenêtre. Il pense à son ancien collègue, Gérard, qui avait toujours peur du ridicule. C'est comme ça qu'on se fait bouffer, se dit-il. Lui, il a parlé, il a osé, et ça change tout. Le lendemain, la capitaine Tardieu l'appelle. Elle lui dit qu'une enquête est ouverte officiellement. Elle lui demande de ne pas répondre aux sollicitations s'il en reçoit d'autres, de tout transférer à leur adresse dédiée. Elle ajoute « On vous tiendra informé, vous avez bien fait de venir ». Ces mots restent en lui toute la journée, comme une armure. Le soir, Michel cuisine un peu. Il se force à manger. Il prend un livre. Il n'arrive pas à lire. Trop de pensées. Mais pour la première fois, ces pensées ne le rongent pas. Elles avancent. Elles cherchent un sens, une suite, une issue. Les jours suivants s'étirent dans un calme trompeur. Michel guette son téléphone, redoute chaque vibration, chaque appel inconnu. Mais plus rien ne vient. Ni message, ni menace, ni rappel. La page semble s'être figée. Pourtant, il sait que tout peut basculer en 1 seconde. Il vit sur une tension invisible, permanente. Une corde tendue entre la peur et le soulagement. Il range l'appartement, il trie ses papiers, efface ses historiques de navigation, colle des post-it de rappel un peu partout. Ne pas cliquer. Toujours vérifier le numéro. Il installe un antivirus, un pare-feu, un mot de passe compliqué sur chaque compte. Il découvre des mondes numériques qu'il n'a jamais compris et qui l'ont pourtant piégé en 1 nuit. Il reçoit un appel de la capitaine Tardieu. Sa voix est plus grave. On a du nouveau. Elle lui explique que la cellule de cybercriminalité a remonté plusieurs adresses IP. Une partie du réseau est localisée entre Odessa et Bucarest. Plusieurs plaintes ont été déposées dans d'autres villes. Tous les profils visés ont le même âge. Tous ont été ciblés après des visites sur des sites de rencontres pour seniors. Elle confirme que ce qu'il a vécu porte un nom précis, sextorsion mafieuse. Un nouveau visage du crime organisé. Il écoute, fasciné, écœuré. Puis elle ajoute, plus doucement, « Il est peu probable que vous retrouviez votre argent. » Il ferme les yeux. Il hoche la tête. Il s'y attendait. Mais l'entendre, c'est autre chose. Il répond simplement, « Ce n'est pas ce que je veux. » Ce qu'il veut, c'est que personne d'autre ne tombe, que cette machine s'enraye quelque part, que ces visages froids, polis, disparaissent. Elle lui propose un rendez-vous avec une association de victimes. Il hésite. Parler devant d'autres, revoir sa honte, l'exposer? Mais elle insiste.
Vous verrez, ce sont des gens comme vous. Il finit par accepter. Le lendemain, il pousse la porte d'un petit local. Une salle modeste, avec un cercle de chaises, un thermos de café, des visages fatigués mais ouverts. Une femme parle de son père ruiné. Un homme raconte les faux huissiers qui venaient le frapper chez lui. Une autre évoque son ex-mari qui a tout signé sans lire. Michel écoute. Puis il parle à son tour. Il dit « Elena, les vidéos, les hommes. » Il ne pleure pas. Il ne tremble pas. Il dit les faits. Et les autres hochent la tête. Ils comprennent. À la fin, un homme s'approche. Moi aussi, c'était par webcam. Ils échangent un long regard. Michel serre sa main. Il repart plus léger, avec une adresse e-mail, un numéro de téléphone et une phrase qui reste en lui. Ce n'est pas ta faute. C'est leur métier de nous faire croire que c'est la nôtre. Ce soir-là, Michel dort mieux. Il ne rêve pas d'Elena. Il ne pense plus à la vidéo. Il pense à ceux qu'il a rencontrés, à ce qu'il a dit, et surtout, à ce qu'il n'a plus à cacher. Le soleil tape fort ce jour-là, mais Michel garde les volets tirés. Il écoute les infos d'une oreille distraite. Une brève attire son attention. Une opération conjointe d'Interpol et des polices locales a permis de démanteler un réseau de cyberextorsion basé en Europe de l'Est. Son cœur s'arrête une seconde. Il monte le son. Le journaliste évoque des arrestations, une vingtaine de suspects, des saisies de matériel informatique, de l'argent en liquide, des faux papiers. Aucun nom, aucun visage. Mais l'endroit, Bucarest. Michel reste figé. Il se lève. Il prend sa tablette, cherche d'autres sources, recoupe. Les mots sont vagues, mais les contours, lui, les connaît trop bien. Il envoie un message à la capitaine Tardieu. « Je viens d'entendre l'info sur le réseau en Roumanie. Est-ce que c'est eux ?» Elle répond quelques heures plus tard. « Oui, une partie du moins. Merci pour votre courage, vous avez aidé. » Il relit le message plusieurs fois. « Vous avez aidé. » C'est la première fois qu'il sent que son humiliation a servi à quelque chose. Il s'assoit. Il laisse la phrase se déposer en lui. Le soir, il retourne à la réunion de l'association. Il parle de l'opération. Certains ont entendu, d'autres pas encore. Tous l'écoutent. Il voit dans leur regard une lueur qu'il ne voyait pas avant. Du respect, de la reconnaissance. Une femme, Mireille, la soixantaine, s'approche à la fin. « Vous croyez qu'ils ont gardé nos vidéos ?» Il baisse les yeux. Il ne sait pas. Peut-être. Peut-être pas. Il répond avec douceur. On ne saura jamais. Mais ils ne peuvent plus s'en servir. Et surtout, maintenant, vous n'êtes plus seul. Elle sourit, les yeux mouillés. De retour chez lui, Michel fait quelque chose qu'il n'aurait jamais cru possible. Il ouvre à nouveau le site de rencontre. Pas le même. Un autre. Plus sobre. Plus simple. Pas pour chercher. Pas pour revivre. Juste pour vérifier. Lire les profils. Observer. Comprendre ce qu'il n'a pas vu, ce qu'il ne verra plus. Il tombe sur une fiche. Une femme. 61 ans. Veuve. Passionnée de jardinage. Une photo floue, un regard franc. Elle s'appelle Jacqueline. Il ne lui écrit pas. Pas encore. Mais il lit son message d'introduction 3 fois. Puis il ferme l'écran. Il sort dans le jardin. Il fait encore chaud. Il s'assoit sur la vieille chaise longue. Le vent fait danser les feuilles du vieux noyer. Il ferme les yeux. Il ne pense plus à Elena, ni aux hommes en costume. Il pense à lui, maintenant, à ce qu'il reste à vivre. Il n'a pas tout perdu. Pas encore. Il a retrouvé sa voix. Et peut-être, un peu, sa confiance. Le lendemain matin, Michel reçoit un appel de la gendarmerie. La voix de la capitaine Tardieu est plus posée que d'habitude. Elle l'informe que plusieurs individus arrêtés à Bucarest ont avoué leur rôle dans un réseau de chantage sexuel. Parmi les fichiers saisis, une base de données avec plus de 200 victimes. Son nom y figure. Et sa vidéo aussi. Il ne dit rien, il encaisse,
Puis il demande « Est-ce que ça circule toujours? Est-ce que d'autres peuvent la voir ?» La capitaine hésite. « On ne peut pas le garantir, monsieur Giraud, mais ces contenus ne semblent pas avoir été diffusés. Ils s'en servaient comme levier, uniquement pour le chantage. Nous faisons tout pour que cela reste ainsi. » Il raccroche. Il reste longtemps assis dans sa cuisine, sans bouger. Puis il se lève, prend une feuille de papier et un stylo. Il commence à écrire. Ce ne sont pas des excuses, ni une plainte. C'est une lettre pour lui-même. Il y inscrit ce qu'il a appris, ce qu'il ne veut plus ignorer, ce qu'il veut transmettre. Plus tard, il met cette lettre dans une enveloppe et la dépose dans une boîte en fer qu'il enterre au fond de son jardin, sous le rosier que son ex-femme adorait. Il ne sait pas pourquoi. Peut-être parce que c'est là, au milieu de cette terre tranquille, qu'il sent que quelque chose se ferme enfin. La même semaine, il reçoit un courrier du procureur. Une procédure d'indemnisation collective va être lancée pour les victimes identifiées. Il est invité à témoigner, s'il le souhaite. Il hésite. L'idée d'exposer ce qu'il a vécu le paralyse encore. Mais au fond de lui, une part résiste. Une part plus forte que la peur. Le jour de l'audience, il se présente au tribunal. Il n'a rien dit à personne, ni à ses anciens collègues, ni aux membres de l'association. Il s'assoit dans la salle. On appelle les premiers noms. Des hommes, tous plus âgés que lui, certains en larmes, d'autres le regard vide. Il les écoute. Il se reconnaît dans leur voix. Quand son tour arrive, il se lève. Il dit son nom, son âge, sa profession. Puis il raconte. Sobrement, lentement, sans pathos. Il parle du vide, de la honte, du silence, de la violence invisible. Il termine par cette phrase. « On ne m'a pas volé de l'argent, on m'a volé ma confiance, et je suis venu la réclamer. » La salle reste silencieuse. Le juge le remercie. Puis l'audience reprend. Michel sort, le cœur lourd mais droit. Pour la première fois, il a nommé ce qu'il a traversé. Et personne ne l'a jugé. Le soir, il dort d'un sommeil profond, sans cauchemar, sans sursaut. Le téléphone ne sonne plus. Le silence, cette fois, est une paix. Michel passe désormais ses journées autrement. Il lit plus, il cuisine, il sort marcher. Il évite encore les conversations trop longues. Mais il ne fuit plus les regards. Chaque matin, il ouvre les volets sans crainte. Son corps se redresse, son pas retrouve un rythme. Il n'est plus le même homme que celui qui vivait entre quatre murs, à attendre une voix inconnue. Il reçoit un courrier de la préfecture. Une commission d'aide aux victimes l'a reconnu comme « personne lésée » dans le cadre d'une escroquerie numérique avec chantage psychologique aggravé. Une somme symbolique lui est accordée. Ce n'est pas l'argent qui compte, c'est le fait qu'on ait mis des mots officiels sur ce qu'il a subi. Une semaine plus tard, le responsable de l'association de quartier l'invite à intervenir lors d'un atelier de prévention. Michel hésite. Il refuse d'abord. Puis un soir, seul face à sa tasse de thé, il repense à ces autres hommes qu'il a vus au tribunal, à ceux qui n'oseront jamais parler, à ceux qui, peut-être, n'ont pas survécu à leur honte. Alors il accepte. Le jour venu, il s'assoit face à une petite dizaine de personnes âgées. Des hommes, des femmes, certains méfiants, d'autres déjà attentifs. Il prend la parole sans note. Il raconte juste ce qu'il aurait aimé entendre, lui, quelques mois plus tôt. Que ce n'est pas une question d'intelligence, ni de naïveté. Que parfois, le besoin d'attention est plus fort que la vigilance. Et que la honte change de camp quand on ouvre la bouche. À la fin, une femme s'approche. Elle le remercie. Elle lui avoue qu'elle reçoit des messages d'un inconnu sur Messenger. Elle n'a rien dit à ses enfants. Elle croyait qu'elle exagérait. Michel lui répond doucement « Ce n'est jamais exagéré de se protéger ». Quand il rentre chez lui, ce soir-là, il ouvre son vieux carnet. Il y écrit quelques phrases, pour lui, pour ne pas oublier. Il m'a fallu 2 jours pour sombrer.
Il m'a fallu des semaines pour remonter, mais je suis remonté et je marche encore. Il referme le carnet, pose ses lunettes et se lève. Il allume la radio. Un morceau de jazz emplit la pièce, pas trop fort, juste ce qu'il faut. Il regarde par la fenêtre. Rien n'a changé dehors. Mais en lui, c'est un monde entier qui s'est réorganisé. Le printemps revient lentement. Les rosiers de Michel bourgeonnent, même s'il n'y touche presque plus. Ce matin-là, il met sa veste, prend un sac et sort à pied. Il marche longtemps en silence jusqu'au bureau de poste. À l'intérieur, il dépose une enveloppe. Dessus, une adresse qu'il n'a pas écrite depuis des années, celle de son fils. Dans la lettre, il ne parle pas de la honte, ni de la vidéo. Il parle de solitude, de vie, de ces erreurs qu'on fait quand on a besoin d'exister aux yeux de quelqu'un. Il écrit simplement « Je n'attends rien ». Mais je voulais te dire que je suis encore là. Le soir, il range son salon. Il décroche un vieux cadre posé sur le buffet. Dedans, une photo de lui plus jeune, aux côtés de son ex-femme et des enfants. Il la dépoussière, la regarde longuement. Puis il la repose à la même place. Pas pour oublier, pour se rappeler qu'il reste des choses qu'on peut réparer, même avec le temps. Il s'installe sur le canapé. Pas de télé, pas de bruit. Juste une lampe allumée et le tic-tac de l'horloge. Il ferme les yeux. Il respire profondément. Pour la première fois depuis longtemps, la paix n'est pas un souvenir. Elle est là, dans son souffle, dans ce silence-là. Puis il sourit. Pas un grand sourire. Pas un de ceux qu'on fait pour paraître. Un sourire discret, calme, vrai. Celui d'un homme qui revient de loin et qui sait enfin que ce qu'on lui a volé ne définit pas ce qu'il est.